Story salue le magazine Vraiment Design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Il produit de beaux objets en bois. Le Drugeot Labo n'est pas high-tech, mais il est hautement design. Étoilé récompensé, édité adoubé, Éric Fréchon est un chef impressionnant et modeste. Il se met à table pour nos beaux yeux. Amour, littérature, architecture depuis le 19e siècle, le 9e est le plus romantique des arrondissements. L'homme des bons plans s'appelle Félix Milori. On aime ses maisons et ses appartements aux lignes simples. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Qu'est-ce qu'on mange? C'est la question que l'on se pose au moins 3 fois par jour et pour la réponse, on n'est toujours pas inspiré. Quand on n'a plus d'idées ou la flemme, il y a la belle vie. Petit-déj ou petit plat, biscuits ou charcuterie, prêt à manger ou à cuisiner, tout est frais et livré dans l'heure pour peu qu'on habite Paris. C'est un musée de verre et de lumière délicatement posé sur un ancien carreau de mine. Le Louvre-Lens n'est pas une annexe du grand musée parisien, mais bien une autre façon d'exposer ses œuvres et pour le public de les regarder. Le visiteur peut accéder aux coulisses, aux réserves, suivre la restauration d'une œuvre et comprendre les grands principes de la conservation et de la muséographie. Dans la revue 21, il y a le poids des mots, des photos et des dessins des journalistes, auteurs de BD, écrivains, photographes qui fabriquent cet objet médiatique hors norme. Depuis 6 ans, chaque numéro est exigeant et beau, et quand on parle d'aventuriers du monde russe ou encore d'Europe éclatée, il est toujours dense et captivant. Un clavier en érable, des chargeurs Bluetooth en marbre ou en tilleul, les jeunes designers dorés conçoivent des objets connectés dans des matières nobles. Si tout devient tactile aujourd'hui, autant que ce soit agréable au toucher. Et si en plus c'est beau à regarder, tant mieux pour les geeks. Quand on se promène au bord de l'eau, on trouve Drugeot Labo, des amoureux du bois qui produisent aujourd'hui des meubles au design ingénieux, originaux, déjà intemporels et made in Anjou. Quand on se promène au bord de l'eau, on trouve Drugeot Labo, des amoureux du bois qui produisent aujourd'hui des meubles au design ingénieux, originaux, déjà intemporels et made in Anjou. Les créations Drugeot Labo se font tout de suite remarquer pour leur modernité. Et pourtant, la maison ne date pas d'hier, puisque les ateliers sont installés à Angers depuis 1970. À l'époque, les meubles sont plutôt style Louis-Philippe, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en 2000, lorsque l'entreprise familiale est sur le point d'être mise en vente, Pierre et Mathieu prennent une décision. On n'était pas à l'origine dans la société, dans la structure, on travaillait à l'extérieur. Et papa cherchait à revendre son entreprise. Et voyant ces démarches se faire, on a été le voir, lui dire mais écoute, ne cherche pas trop loin, ça nous intéresse, l'aventure nous intéresse, on est prêt à reprendre la suite. Si au départ, les deux frères se contentent de reprendre le flambeau, ils sentent rapidement le potentiel des ateliers et décident de donner un nouveau souffle aux créations. Fini le style Louis-Philippe. Pierre donc, a eu envie de faire d'autres propositions de produits, casser un peu les codes de la fabrication artisanale et classique. Et il a eu l'idée de la collection Drugeot Labo. Désormais, les maîtres mots seront tendance et design. En revanche, hors de question d'abandonner le savoir-faire artisanal. Chaque meuble est réalisé à l'ancienne, de la coupe du bois au laquage, en passant par le vernissage. La première étape consiste à enlever les défauts du bois. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir comme défaut dans une planche de bois? On peut avoir des nœuds, on peut avoir des fentes, on peut avoir des discolorations et on peut avoir de l'aubier. Donc la première étape, c'est de passer tout ça sur une scie à format et de déligner, ce qu'on appelle le délignage des planches et le tronçonnage. On garde que les plus belles parties du bois. Et ensuite, on va assembler ces plus belles parties pour reconstituer une planche qui, elle, n'aura aucun défaut. Les planches qui vont constituer les meubles sont ensuite transformées, percées, tannées à l'aide de machines bien spécifiques, au nom parfois un peu barbare. Nous, on est équipé d'une manière traditionnelle. Vous avez des machines qui sont des gauchisseuses, raboteuses. C'est du matériel vraiment traditionnel de l'ébénisterie. Après, il y a des toupies, ça aussi, c'est des machines anciennes. Et on est équipé en commande numérique.
Donc ça, c'est une machine beaucoup plus récente, beaucoup plus moderne, qui permet de remplacer tout le parc de machines anciens. Les pièces vont ensuite passer à l'assemblage, où le meuble va enfin pouvoir prendre forme. Puis vient l'heure de la mise en beauté. Donc la première étape va consister à boucher les pores du bois avec ce qu'on appelle un fond dur. Donc on va pulvériser dessus un vernis qui va boucher les pores du bois et protéger le bois. Le meuble est ensuite poncé, puis verni avant d'être laqué pour lui donner sa couleur finale. Le client peut choisir n'importe quelle référence râle dans un nuancier donc qui en compte plusieurs centaines. Sauf demande particulière de la part du client, les meubles ne sont jamais entièrement laqués pour laisser le bois apparent un maximum. Un bois 100% français en chêne massif qui provient du centre et du nord de la France. Derrière Drugeau Labo, c'est des ébénistes, c'est des gens qui travaillent, qui sont passionnés. Et vendre ces produits-là avec cette histoire-là et avec ce savoir-faire-là, pour nous, il y a quelque chose de fort. Des matériaux de qualité, un savoir-faire presque ancestral et une histoire familiale. Les meubles de Drugeau Labo n'ont pas fini de vous étonner. Il vient d'entrer dans le top 100 des meilleurs chefs au monde. Et malgré ses étoiles et ses 3 restaurants, il garde la modestie de l'artisan. Éric Fréchon nous invite à sa table. C'est au sein de l'hôtel Bristol, l'un des palaces parisiens des plus prestigieux, que le chef Éric Fréchon exerce tout son talent et fait briller ses étoiles. 3 pour le restaurant gastronomique Épicure et 1 pour la brasserie de luxe 114 Faubourg. Qu'il s'agisse d'un plat signature, d'un amuse-bouche ou d'un encas pour le room service, rien n'échappe à l'œil vigilant du chef, pour qui excellence rime avec exigence. Tu me donnes des couverts, s'il te plaît. Bon, là, j'ai dégusté un perdreau qui était au foie gras, mis dans un feuilletage avec des graines. Ça, c'est pour le 114. Ça, c'est vraiment une part dans la journée qui me prend énormément de travail. C'est la mise au point des plats pour chaque restaurant. Donc, beaucoup de dégustation. Alors, très bon. Merci. Ça, bien fignolé, c'est un beau plat. Hein. Le chef d'origine normande, avec sa gouaille à la Jean Gabin, élabore, conçoit et dirige sa cuisine d'une main de maître. Tout est vraiment calculé, décidé, quand on le met, à quelle température on le met. Tout est millimétré, tout est, chaque personne sait ce qu'il a à faire. Il ne faut pas qu'il y ait le grain de sel dans le rouage, en fait, c'est ça qui est difficile au quotidien. Le chef Éric Fréchon revendique une tradition gastronomique bien française, sans oublier de la faire évoluer avec son temps. Ma cuisine, elle est de base classique et contemporaine. C'est-à-dire qu'elle est épurée, elle est raffinée, élégante, mais très goûteuse. Quand on construit des plats, quand on crée des plats, je me dis, bon ben voilà, est-ce que la mise en valeur du produit, elle est là ? Est-ce que cette cuisson, elle est originale ? Est-ce qu'elle va surprendre ? Est-ce que l'alliance du produit va laisser un goût en mémoire à nos clients de présentation? Il faut pas que ça laisse les gens indifférents. Et c'est là où on est dans des plats 3 étoiles. C'est ces plats signature, soit créés ou soit classiques, où je n'ai rien inventé, mais je les rends contemporains. Et c'est ça ma cuisine. C'est ma vraie signature de cuisine. Si l'on compare l'art culinaire à l'art lyrique, du ténor On a avancé une poularde. au ballet, de la symphonie à l'orchestre, tout passe par le chef. Alors l'organisation d'une cuisine, c'est un peu complexe quand même. C'est-à-dire que déjà dans la hiérarchie, bon, il y a le chef. Comme il y a plusieurs cuisines dans l'hôtel, donc il y a la cuisine d'Épicure, donc j'ai un responsable, j'ai un chef de cuisine dans la cuisine d'Épicure.
J'ai un responsable sur la cuisine du room service et le café Antonia. J'ai un responsable au 114. Donc Épicure, j'y suis tout le temps, bien sûr. Mais après, j'ai des chefs qui gèrent les restaurants. Mais par contre, c'est moi qui vais valider tous les plats, c'est moi qui vais créer les plats avec eux, de manière à ce que ce soit ma signature partout dans l'hôtel. Si vous demandez au chef Éric Fréchon son secret pour réussir et perdurer dans un monde où la concurrence est de plus en plus rude et où les étoiles ne brillent pas indéfiniment au firmament et peuvent même devenir filantes, sa réponse est sans ambiguïté. Je pense que le secret, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est de garder cette flamme pour ce qu'on fait. On évolue aussi à travers nos carrières. Bon, j'ai démarré, j'étais apprenti, bon, je suis passé commis, chef de partie, j'ai un peu voyagé. On ne se lâche jamais puisqu'on fait tellement de choses diverses. Donc on fait de la cuisine, on fait du bureau, on fait de la télé, on fait des livres, on fait tout. Donc on est tellement diversifié. Et tout ça pour le même métier, par notre passion qui est la cuisine, on ne s'ennuie pas. Mais quand même là-dedans, la plus grande satisfaction de tout, c'est le travail avec les équipes. Ça pour nous, c'est important. Mais surtout, c'est les créations de plats que l'on fait. Et ça, c'est vraiment... c'est jouissif de créer des très très grands plats. Parce que c'est difficile. Alors, les 3 macaronis à la table 6. Éric Fréchon, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps. On sait que vous êtes très très occupé ici au Bristol. C'est un plaisir. Avec votre brigade d'à peu près 110 personnes, ça doit être tous les jours assez speed. Oui, on a 110 personnes dans la cuisine, entre les boulangers, les pâtissiers, l'équipe des banquets, le 114 Épicure. Effectivement, on est 110 cuisiniers. Éric, les maîtres mots de votre vie, on peut dire que c'est le sens de l'effort, le travail, la passion, bien sûr, puisque tout a commencé quand vous aviez 13 ans et votre papa vous a dit « tu veux un vélo, bah, tu bosses ». C'est ça. Et du coup, votre éducation, c'est vraiment ça, c'est quand on veut quelque chose, on travaille, on y arrive. Je pense que c'est l'éducation que j'ai eue, en tout cas, et ce qui ne m'a jamais lâché. C'est quand on a des rêves, il faut se donner les moyens, en fait, de les atteindre. Mais entre autres, et c'est par le travail aussi, ça passe par là. Et c'est ce que vous essayez de transmettre aussi à vos équipes? Oui, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes équipes, parce que je trouve que c'est, au-delà de la passion où on est nous tous habités, les cuisiniers, il y a quand même certaines valeurs, je trouve, à transmettre. Le partage, je trouve que c'est important dans notre métier, de savoir donner du plaisir en fait à nos clients qui sont là, qui font l'honneur de venir à notre table tous les jours. Et aussi la valeur du travail, puisque c'est la récompense. Malgré tout, plus on travaille et plus on est récompensé forcément. Entre le concept de l'Épicure, qui est gastronomique, où vous avez 3 étoiles aujourd'hui, le mini-palais, le Lazare, chacune est différente. On vous dit classique, Éric, à la base, mais en fin de compte, vous êtes assez précurseur, vous êtes avant-garde, puisque le Néo Bistrot, c'est un peu vous qui l'avez lancé. C'est vrai, il y a quelques années, j'ai monté mon restaurant La Verrière d'Éric Fréchon, à côté des Buttes Chaumont. Le premier, ça a été, on va redonner ça à César, c'est Yves Candebord, qui a été vraiment le précurseur là-dessus. Et moi, je suis arrivé le deuxième. Et on a fait, effectivement, on était vraiment tous les deux sur le devant de la scène à cette époque-là, dans le bistrot gastro, quoi. C'est ce qu'on appelait un petit peu comme ça. Et moi, j'aime en fait cette diversité justement dans la restauration. C'est ce qui entretient aussi ma flamme. Donc forcément Épicure, parce que ça passe à travers la création. Et c'est, Épicure, c'est un peu votre labo en même temps? Oui, c'est un peu mon laboratoire, puisque c'est là où on crée tout en fait. Et ensuite, ça peut se décliner par rapport à amener des plats plus bistrot ou plus travaillés, mais plus simples, par exemple pour le mini-palais ou 114. Donc j'ai une telle palette en fait, de restaurants différents que c'est... moi, je m'amuse, quoi. Donc, Alors, chef, vous avez 3 étoiles, mais il y a un événement dans votre carrière qui a été presque aussi important que les étoiles. C'est le jour où vous étiez MOF, meilleur ouvrier de France. Comment ça se fait que ça a été tellement fort? Meilleur ouvrier de France, en fait, c'est un concours où on est entre tous les meilleurs cuisiniers du moment, en fait, qui se retrouvent à la Sorbonne. Donc, les premiers
La première sélection se fait à partir de 700 candidats quand même. Ouais. Et puis à l'arrivée, on se retrouve, on est entre 10 et 20, quoi. Donc c'est un concours que l'on mérite parce que c'est une récompense du travail. Ouais. Et on est face à soi-même, en fait. Et ici, au Bristol, en tout cas, vous êtes extrêmement entouré. Oui, bien sûr. Ici, je suis très, très entouré. J'ai des meilleurs ouvriers de France. J'en ai formé quand même quelques-uns qui volent de leurs propres ailes aujourd'hui. Mais j'en ai encore. J'ai Franck Leroy qui est avec moi depuis 17 ans que je suis là. Et effectivement, il faut être très, très bien entouré. C'est la réussite aussi de la maison. Éric, question piège. Ça se passe comment à la maison? Qui cuisine? En général, c'est moi qui cuisine. Ouais. Vous faites vraiment le marché, vous ramenez vos produits, vous cuisinez à la maison? Je fais le marché. J'aime bien faire le marché. Et parce que du coup, moi, en semaine, je ne le fais pas, le marché, puisqu'on vient nous livrer. Oui. Donc, d'aller sur les étals, sur le marché, j'aime bien. Parce que quelquefois, il y a même des choses qu'on voit en premier sur les marchés et on ne les a pas eues, on ne nous l'a pas dit. Donc là, ça nous permet d'être toujours au jus, en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est l'arrondissement le plus romantique de Paris. Après Delacroix, Georges Sand ou Chopin, c'est à notre tour d'arpenter les rues et les passages de Paris Neuf. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 9e. Si l'arrondissement est bien connu pour ses grands magasins et l'Opéra Garnier, c'est une autre facette que l'on découvre en remontant la butte Montmartre. Sans oublier le quartier de la Nouvelle Athènes, aux rues calmes et charmantes. Et c'est ici que l'on marque notre premier arrêt. C'est au bout de cette longue allée que se trouve le musée de la vie romantique, organisé autour de cette cour au charme bucolique. C'est ici que le peintre hollandais Ary Scheffer s'installe en 1930, et ce n'est pas un hasard. C'était le lieu de prédilection des intellectuels de la période romantique. Ses voisins s'appelaient Delacroix, Chopin ou bien Georges Sand. Aujourd'hui, l'ancienne maison d'habitation fait office de musée. L'exposition permanente est consacrée aux formes artistiques de la première moitié du 19e siècle. Il évoque tout à la fois la création picturale, théâtrale, mais aussi les souvenirs des grands habitants des lieux et du quartier. Ainsi, on évoque avant tout l'œuvre du maître des lieux, Ary Scheffer, par des tableaux importants de sa main. C'est aussi tout ce milieu des salons de la première moitié du XIe siècle que nous évoquons, avec ces croisements entre gens de théâtre, gens de musique et de nombreux témoignages de cette intense activité intellectuelle. De chaque côté de l'allée, on trouve les anciens ateliers du peintre. Un pour la création, l'autre pour recevoir ses amis à qui il présentait ses peintures. L'ensemble de cette société se retrouvait d'une manière tout à fait amicale ici, puisque Ary Scheffer est un des grands animateurs du quartier. Et dans ce qui est aujourd'hui l'atelier salon, qui porte bien son nom, c'est l'endroit où tous les vendredis il recevait ses amis. Cette dimension conviviale, amicale, intime a perduré à sa manière avec le salon de thé et sa jolie verrière qui anime le jardin. Le charme des lieux nous immerge dans une autre époque. À quelques pas du boulevard Montmartre se trouve le passage Verdot, qui complète l'enfilade formée par les passages Jouffroy et des panoramas. Il est le passage qui a le moins souffert des modifications apportées par le temps. L'ouverture de l'hôtel Drouot, non loin de là, a attiré de nombreux antiquaires qui ont élu domicile dans le passage. Aujourd'hui se côtoient restaurants, librairies de bandes dessinées, livres anciens et cartes postales anciennes. Caractéristique des passages dits de la troisième génération, il a été conçu par l'architecte Jacques-Prosper Deschamps, qui lui donna un style néoclassique d'une grande sobriété. Le passage est aussi très lumineux, grâce à sa verrière en berceau entièrement métallique. Les deux extrémités de l'allée étaient à l'origine ponctuées d'horloges. Une seule subsiste aujourd'hui. Plus discret et moins fréquenté, le passage Verdot n'en recèle pas moins quelques trésors que les connaisseurs prendront plaisir à redécouvrir. On finit en beauté avec l'hôtel Amour. Comme son nom ne l'indique pas, c'est aussi un restaurant. Ici, la décoration se veut glamour et sexy et matche parfaitement entre les banquettes en sky rouge, les chaises des années 1950 ou encore les tables de style art déco. Donc le restaurant est de style bistrot
avec 3 propriétaires qui ont chiné au fur et à mesure des années beaucoup d'antiquités, beaucoup de déco. Il y a l'artiste André, qui est un des 3 qui a participé à la décoration du lieu, que ce soit au niveau du restaurant ou au niveau des chambres. Côté carte, c'est assez simple. Burger, salade César, poulet rôti. Mais nous, on craque surtout pour la magnifique cour arborée avec sa véranda ouverte quasiment toute l'année sur l'extérieur et son petit jardin qui donne un charme au lieu. On a la chance d'avoir un jardin qui a quasiment maintenant 10 ans, donc avec des fleurs, des bambous, qui permettent d'avoir des petits lieux intimistes un petit peu cachés. Et c'est pour ça qu'on reste toujours dans ce thème d'amoureux, avec des petites bougies un petit peu partout. Ici, l'atmosphère se veut détendue et branchée, une adresse parfaite pour dîner en amoureux, bruncher entre amis ou travailler au calme. On est tous sous le charme des surprises que nous réserve le 9e arrondissement. Il aurait dû être ingénieur, mais son esprit créatif en a fait un architecte. Il dessine avec passion maisons et appartements. Il s'appelle Félix Milori. Félix Milori, c'est lui, un jeune architecte forcené de travail et passionné par ce qu'il fait. Extrêmement passionné, une vraie passion. Passion, et quelque chose qui me transcende, tu vois. Pourtant, c'est de stylisme qu'il rêvait étant plus jeune, mais après des études avortées d'ingénieur, l'architecture lui est finalement apparue comme une évidence. Un plan B à l'origine, devenu un vrai sacerdoce. Sacerdoce, c'est bien parce que t'as une notion de passion très religieuse et en même temps de douleur dans l'accouchement. Et c'est un peu ça qu'on vit au quotidien. Ah oui, quand même. Son univers, beaucoup de lignes épurées et de matières brutes, associé à une passion pour la réhabilitation des lieux chargés d'histoire. Mais comment tout cela a-t-il démarré? Après sa formation et alors qu'il commence un boulot en agence, le jeune architecte de 25 ans se retrouve par un enchaînement de circonstances embarqué sur l'appartement de Vanessa Paradis, une expérience très instructive et un vrai déclencheur. Je me retrouve à faire l'appartement de Vanessa Paradis, quoi. Et premier job en perso, j'avais pas de statut, j'avais pas d'assurance, donc j'ai dû tout faire en même temps. Même pas peur, quoi. C'était ça. Ma devise, c'est un peu même pas peur. Une devise qui lui réussit plutôt bien. À son compte depuis 2011 et très sollicité, il multiplie les projets. Quelques magasins et restaurants, mais surtout des appartements et des maisons. Et ce qu'il préfère, ce sont les réhabilitations. À partir de là, le cœur de son travail, c'est la relation au client. Parfois un peu intrusive, mais très fusionnelle chez Félix, qui n'est jamais bien loin de son téléphone. Ce qui marche aujourd'hui, c'est mon rapport au client. Moi, c'est pour ça que je fais mon métier. J'adore mes clients, j'adore passer du temps avec eux. C'est presque des histoires sentimentales aux grandes dames de mon mari, mais ils prennent une place folle dans ma vie. Et c'est bien parce qu'il se donne complètement pour ses clients qu'il cherche toujours à leur proposer ce qu'il y a de mieux. On essaye vraiment de proposer au maximum pour qu'ils sentent que nous, on est plus des chercheurs en laboratoire que des artistes des beaux-arts des années 60. On n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis un chef d'entreprise, extrêmement passionné. Mais j'ai une passion que je veux communicative et une passion que je veux productive. On apporte quelque chose de très contemporain et de très adapté à leurs besoins, parce qu'on est dans le besoin, mais on est dans du sentiment. Et ça, le sentiment, moi je l'ai appris sur le tas parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Une approche à la fois très pragmatique et très émotionnelle qui tourne toujours beaucoup autour des matières. On aime bien beaucoup les bétons cirés, les bétons coulés, on aime bien les bois. Mais on essaie de très peu toucher les bois, donc on les brosse, on les nettoie, on les décape, on enlève les vernis. On enlève l'usure et les années 90. Ce qui, moi, est important aujourd'hui, c'est de valoriser du patrimoine. Et le patrimoine, c'est du patrimoine français, c'est du patrimoine historique. Et c'est des choses qui font partie du cœur de Paris. Et justement, si nous allions voir un appartement haussmannien, en cours de finition et situé dans le 17e arrondissement de Paris, il a été restauré afin de valoriser des éléments anciens, comme les moulures, les poignées, les parquets et les cheminées. Puis Félix a voulu y associer des structures contemporaines à l'image de cette réalisation en béton brut. Aujourd'hui, l'architecte vient inspecter les dernières retouches. Tout l'enjeu de ce projet-là était de redonner de la gloire à cet appartement-là qui en manquait énormément à l'époque, de réagencer tout de façon à revenir sur quelque chose de plus contemporain, de réorganiser l'espace et de créer un confort qui est lié à ce type d'appartement de haut standing. Même travail de réhabilitation dans ces bureaux modernes et très haut de gamme du 16e arrondissement.
Dans un style très différent mais aussi très emblématique de son travail, Félix a œuvré sur cet appartement parisien où il n'y avait rien, situé dans un ancien théâtre. Ici, l'enjeu était plutôt de réinventer intelligemment l'espace. La mezzanine, elle a vraiment un rôle central dans le projet puisqu'elle suggère les choses. C'est de la psychologie, c'est de la suggestion, de se dire c'est pas les mêmes ambiances, c'est pas les mêmes qualités et en fait au final ça fonctionne très bien. Quelque chose à ajouter, Félix? J'aime bien parler de mon métier. On a vu ça, mais c'est plutôt tant mieux pour nous. La version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!